trop bien. Avec près de 2 millions de touristes accueillis l'année dernière, le bassin d'Arcachon est devenu au fil des années la destination la plus prisée de la côte ouest. Par ses villages ostréicoles, ses jetées et l'incontournable dune du Pilat, le lieu a fait sa renommée grâce à un écosystème d'exception. Mais derrière ce paysage de carte postale se cache une réalité bien plus sombre. Feux de forêt, pollution des eaux et disparition du littoral, le bassin est en première ligne face au changement climatique, une menace peu priorisée par le débat public. Alors que certains craignent un non-retour, comment les associations et les acteurs locaux s'organisent pour préserver ce sanctuaire de biodiversité? La promotion 29 du CFPJ s'est penchée sur le sujet. En 2022, en Gironde, le feu détruisait 30 000 hectares de forêt. Ces incendies monstres sont favorisés par les épisodes de sécheresse et de chaleur de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Ici, à la Teste de Buch, 4 ans après, la végétation porte encore les stigmates de la catastrophe. Alors, avec Maxime Renou et Margot Perry, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, tous les jours, participent à la régénération de la forêt. Tout ce que vous voyez, c'est un spectacle de désolation, quoi. Tous ces chênes là, que l'on voit debout, mais eux, ils ont brûlé et il n'y a plus rien, quoi. Cette forêt, Pascal la connaît par cœur. Mais depuis 4 ans, difficile de s'émerveiller devant ce paysage décimé. Historiquement, la dune, on ne la voyait pas, qu'on ne savait même pas, enfin on savait où elle était évidemment, mais depuis cette propriété-là, on ne savait pas qu'on pouvait la voir, quoi. Ça serait bien passé. J'aurais préféré que ne jamais la voir, aller la voir si je veux, mais pas la voir depuis ici, quoi. En juillet 2022, des incendies sans précédent métamorphosent le paysage. Plus de 7000 hectares partent en fumée à la Teste de Buch. Sur une centaine de cabanes forestières, près de la moitié brûle cet été-là. Celle de Pascal résiste grâce à une mesure préventive, le débroussaillement. Depuis les années 80, il est obligatoire dans les zones exposées au risque d'incendie. 15 jours avant l'incendie, on est venu et on a nettoyé toute cette zone que vous voyez là, tout autour là, jusqu'au dôme là-bas. Tout ça, c'était comme un gazon à la maison. Donc il n'y avait pas de grandes herbes. J'étais venu moi, même pas un mois avant, les herbes m'arrivaient au ventre. Et on avait vu avec les autres propriétaires en disant, attendez, il ne faut pas laisser comme ça, c'est pas très dangereux. Je ne pensais pas si bien dire. Et donc là, on a nettoyé. Et donc, quand le feu est passé, il est passé, mais il n'a pas gagné sur la cabane. Une vigilance accrue nécessaire face à la crainte de revivre un épisode de cette ampleur. Instructeur de pilotage, Patrice sillonne la région au quotidien. Lorsqu'il survole la forêt, il garde un œil attentif sur le moindre signe inhabituel. Et si on voit une fumée un peu suspecte à se dégager d'une zone de forêt, on est tenu de le signaler, effectivement. Puis, vous voyez, la forêt qui est derrière sur votre droite, là, on a déjà signalé des départs de feu en observant la fumée. En seulement quelques jours, 80% des pins maritimes de la forêt ont brûlé. Et on voit bien la frontière là, entre la zone de l'incendie et la zone qui reste intacte. Ce nouvel environnement, les agents de l'Office national des forêts doivent se le réapproprier. Puis là, voilà, vous avez des arbres un peu disséminés, là, par-ci par-là, des pins. Je sais pas pourquoi, ces 4-là, ils ont résisté à l'incendie et aux scolytes. Bon, on les garde. Pour repeupler la forêt, 100 000 arbres ont été replantés ces dernières années. Là, on a un petit pin maritime, là, on en a un deuxième. Sur cette parcelle aménagée cet hiver, chaque grillage abrite un nouveau plan. L'objectif, c'est de reboiser une zone qui était un peu à la peine, en conservant donc encore une fois les chênes qui ont survécu, mais en complétant avec des plants qu'on a amenés artificiellement. Si on a 50%, 60% de taux de reprise, on sera quand même satisfait. Avec le réchauffement climatique, une crainte persiste, voire de nouveaux incendies se déclarer.
Les départs de feu sont favorisés par les fortes chaleurs et la sécheresse. Michel assure bénévolement l'entretien des pistes et des équipements indispensables aux pompiers. Oui, on est très inquiets. On fait des rondes tous les jours, tous les matins, tous les soirs, pour essayer de limiter le camping sauvage et sensibiliser les gens à pas de feu, pas de cigarettes, parce que ça va vite repartir. Hein. Et puis là, il y a du combustible. Hein. Avant, il y avait moins de bois mort. Maintenant, il y en a partout du bois mort. Et ça s'enflamme facilement. À la fin du siècle, la France pourrait connaître 20 grands feux par an, contre 7 actuellement. À côté du bassin d'Arcachon s'étend sur 110 hectares une réserve ornithologique, des espaces protégés où se retrouvent tout au long de l'année de nombreuses espèces d'oiseaux. Le réchauffement climatique change-t-il leurs habitudes? Nous sommes partis les observer avec Amélie Doudin. 3 fois par mois, la réserve effectue un comptage des volatiles. Loane, parée de ses jumelles, va observer les oiseaux d'eau appelés scientifiquement limicoles. Là, on va compter du coup tous les oiseaux d'eau qu'on a sur le site. Aujourd'hui, c'est un comptage qui est coordonné sur tout le bassin. Et comme ça nous permet en fait d'avoir des effectifs à l'échelle du bassin. On peut ensuite estimer l'évolution des tendances des populations de limicoles, donc à l'échelle du bassin, et ça nous permet de pouvoir faire des comparaisons à l'échelle nationale aussi. Des données que Loane analyse en détail depuis 6 mois. La réserve compte une vingtaine d'espèces d'oiseaux d'eau en fonction des saisons. C'est assez contrasté selon les espèces. On a 2 espèces de limicoles qui sont en augmentation sur 17 hivers parce j'ai étudié sur l'évolution des populations sur l'hiver. Après, on a la barge rousse qui est en diminution constante depuis 2009. Il y a 4 ou 5 espèces avec des effectifs stables en fait, sur toute la période. Ce site est devenu un lieu d'inspiration pour les photographes amateurs. Daniel vient 2 fois par an depuis 5 ans, mais cette semaine de mi-juin, il en ressort un peu déçu. Je pense qu'il y a une diminution d'oiseaux. C'est évident. D'après, même moi, là, ça fait une semaine que je suis là. Je pensais voir beaucoup plus de choses cette année. Et en fait, non. Ce constat, Gérard le dresse depuis plus de 20 ans. Et selon lui, certaines espèces pourraient ne plus jamais revenir dans le bassin. C'est indéniable, quoi. Et on a un gros problème. J'ai des petits-enfants. Je sais qu'il y a des choses que j'ai vues qu'ils ne verront plus. Le caractère réversible des dégradations, il n'est pas si évident que ça. Et peut-être que si on dépasse un certain seuil, ça va devenir très compliqué. Tous les jours, Thomas, responsable scientifique, parcourt les lagunes. Il est au premier plan pour observer les changements d'habitude des oiseaux migrateurs. Il y a des petites choses qui commencent à se passer. Les canards ont tendance à descendre de moins en moins sur le bassin et à rester un peu plus dans les zones humides du centre-est de la France. Et depuis quelques années, il y a le flamand rose qui a fait son apparition sur le bassin en tout petits effectifs, mais composé essentiellement de jeunes. Du coup, on peut se dire que c'est potentiellement des jeunes qui sont à la recherche de nouveaux territoires pour l'espèce. Selon lui, chacun a son rôle à jouer pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça va dépendre de comment nous on réagit face aux alertes du GIEC et du coup quel scénario va prendre le changement climatique. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit assez rapide quand même les changements. Après on est quand même sur des espèces qui ont une forte capacité de résilience et qui peuvent quand même s'adapter. Donc finalement, il peut ne rien se passer pendant 10 ans et d'un coup, en l'espace de 5 ans, ça peut complètement changer. Pour la réserve ornithologique du Teche, le réchauffement climatique impacte la vie sauvage, mais elle n'est pas menacée par une montée des eaux, ce qui n'est pas le cas dans le reste du bassin d'Arcachon.
En mer aussi, les espèces sont menacées et en cause l'accélération du phénomène de l'érosion. Je me trouve sur le banc d'Arguin, c'est le banc de sable le plus grand du bassin d'Arcachon. Il a perdu plus de la moitié de sa superficie en 10 ans. Alors quelles sont les conséquences et surtout comment les autorités parviennent-elles à le préserver? Face à la dune du Pilat, c'est un paysage que Véronique contemple depuis des années. Le banc, on le voit diminuer d'année en année. Il y a de moins en moins de place pour les touristes, on va dire. Alors que le banc pouvait accueillir jusqu'à 1500 bateaux par jour en haute saison, depuis quelque temps, les places se font rares. On adore venir là. Quand c'est marée basse, on peut faire un tour comme ça, doucement, c'est magnifique. Je pense que c'est la nature qui fait son œuvre, et après, est-ce que le banc va disparaître, ça? Mystère, on verra. Cette disparition progressive s'est accélérée depuis 2 ans. Sur ces images satellites, à marée basse, le banc est passé de 6 à 4 km de long. En cause, les dérèglements climatiques et les tempêtes successives qui touchent le bassin d'Arcachon. À quelques kilomètres de là, du côté du Cap Ferré. Là, je vide les poches pour trier les huîtres pour les vendre. On les trie par taille. Robin est une victime directe de ces dérèglements. Il y a 3 ans, la tempête Domingos a submergé la partie sud du banc, celle qui protégeait ses exploitations ostréicoles des vagues de l'océan. Avant, on avait 2 parcs au banc d'Arguin. Le parc traditionnel, qui était au sud, et le parc en eau profonde, qui est au milieu. Et il ne nous reste plus que l'eau profonde. C'est comme si le paysan il avait perdu son meilleur champ. Sous ces bouées, à 8 mètres de profondeur, se trouvent des bacs comme celui-ci. Depuis la tempête, Robin est contraint d'exploiter uniquement en eau profonde, une méthode qui fragilise les huîtres et qui demande plus de temps et de moyens. Il a fallu s'adapter parce qu'on a perdu une zone où on faisait quasiment nos plus belles huîtres. Si l'hiver se calme et que le sable arrive à se redéposer et à se fixer surtout, il y aura peut-être une nouvelle conche qui se créera, une nouvelle zone d'exploitation, mais c'est pas l'homme qui fera quelque chose. C'est pas l'homme qui fera quelque chose, il n'y a que la nature qui peut décider. Elle a décidé de nous le reprendre, elle peut décider de nous le redonner. Protéger ce site classé réserve naturelle, c'est justement le rôle de la police de l'environnement. Donc, police de l'environnement, vous êtes dans la réserve du banc d'Arguin là. Oui. Dès que vous arrivez à la corniche, c'est 5 nœuds. Donc vous pensez bien à décélérer quand vous arrivez à la corniche. Excès de vitesse, matériel inapproprié ou comportement irrespectueux. Sur l'eau, Robin et ses équipes veillent à préserver l'écosystème du banc qui voit diminuer chaque année. Le banc il allait jusqu'à l'eau un peu plus claire là. Donc on avait tout le banc là qui est devant nous. On avait peut-être à peu près 1,5 km de banc qui était toujours découvert, marée haute, marée basse, et qui a complètement disparu cet hiver. Donc la dune a été grignotée, le sable s'est étalé, et maintenant à chaque marée haute, tout est recouvert, et quelquefois à marée basse, ça découvre. Sur le sable, Benoît en profite pour sensibiliser les vacanciers. Et les 2 petits piquets, c'est là où il y a un nid. Là. Il y a un nid avec 3 œufs. Là. Et là, le nid est tout récent. Et puis il y a un goéland qui est là, au niveau du piquet. Ouais. Ah il y a un poussin. Vous voyez le poussin? Oui. Vous le voyez bien? Ouais. Entre ces piquets se trouve la zone de protection intégrale. Elle restreint l'activité humaine pour permettre la reproduction de dizaines d'espèces d'oiseaux. Mais ces dernières années, la submersion menace la nidification. On a cette zone-là qui potentiellement peut être submergée. Mais cet individu-là qui a posé son nid ici, il a la chance d'avoir un monticule de sable qui s'est formé naturellement. Il a juste posé son nid et son œuf au-dessus. Et donc potentiellement c'est une zone où même si c'est submergé, ça peut rester, il ne leur faut pas grand-chose, il faut juste que les œufs ne soient pas mouillés, ça peut tenir. Car sur le bassin, rien n'est jamais figé. Si le banc d'Arguin disparaît un jour, la houle pourrait aussi, ailleurs, dessiner un nouvel îlot où viendraient cohabiter oiseaux, ostréiculteurs et touristes. Et pour les ostréiculteurs, ici, les crises se multiplient. Est-ce que vous vous souvenez de l'épidémie de gastro à Noël 2023 ? Des dizaines de milliers de Français tombent malades après avoir consommé des huîtres du bassin d'Arcachon. Auraient-elles été contaminées? Et si oui, comment?
nous avons rencontré ceux et celles qui se battent pour ne plus jamais revivre ça. Comme chaque jour, le bateau de Thierry Lafont rentre au port. Cet ostréiculteur fait partie de ces grandes figures du bassin d'Arcachon. Depuis 40 ans, il élève ses huîtres et passe une grande partie de sa vie sur ces eaux. L'activité d'ostréiculteur, je la résumerai assez simplement. Avec de l'eau de mer, je fabrique un produit gastronomique. Parce que c'est réellement ça. On a la chance, on est des agriculteurs de la mer. Le bassin, c'est mon jardin quelque part. Hein. C'est à la fois mon berceau, là où je suis né, c'est là où j'ai mon activité professionnelle. À Noël 2023, les huîtres de Thierry Lafont ont été contaminées par le norovirus, le virus de la gastro-entérite. Cela signifie qu'une grande quantité d'excréments ont été déversés dans le bassin d'Arcachon. Le milieu marin a été contaminé. Cette contamination, ça a provoqué des intoxications, puisque c'est pathogène, donc se retrouve dans les huîtres. On consomme des huîtres en plus à la période des fêtes. Pourtant, le réseau d'assainissement du bassin avait justement été pensé pour éviter le moindre rejet dans la nature. Un réseau colossal, plus de 1000 km de tuyaux et 3 stations d'épuration. Pendant les fortes pluies, lorsque le réseau sature, 6 bassins de sécurité gardent le surplus d'eau sale avant de la renvoyer plus tard dans le réseau. Mais d'après les militants environnementaux, le dérèglement climatique et l'augmentation des forts orages rendraient ces cuves géantes obsolètes. Ce bassin est intéressant, il a coûté 17 millions mais il ne fonctionne pas correctement. Donc il s'est passé qu'il est mal calibré, il est mal aménagé. La preuve c'est qu'en 2023, il a commencé à vouloir déborder. Depuis 20 ans, Jacques Storelli observe de près ces installations essentielles. En plus de ces pluies torrentielles, il accuse le syndicat chargé de l'assainissement des eaux de graves dérives. Et quand ça déborde, ce qui fut le cas en novembre-décembre 2023, que fait le gestionnaire? Il pompe, voilà, et on balance ça dans la forêt. Pas vu, pas pris. Nous, on a vu, et on est au pénal devant le juge, et bientôt en correctionnel. Une mise en cause appuyée par une vidéo prise à cet endroit précis. Ce serait par là que les eaux sales se sont déversées avec des bactéries fécales avant de rejoindre les parcs ostréicoles. Ici, on a quand même une vidéo, novembre 23, qui montre un refoulement, un dégazage, un délestage. Et là, comme par hasard, on voit cette installation. On voit cette installation avec un tuyau calculé pour se jeter dans un fossé dans le bois là-bas. Et ce fossé, il va directement dans le bassin d'Arcachon, évidemment, par gravité. Par ruissellement. Depuis la crise de Noël 2023, il n'y a officiellement plus aucun déversement d'eau usée dans la nature. Mais 3 ans plus tard, la filière ostréicole continue d'en subir les conséquences. Ça a apporté un coût certain. Pour essayer d'expliquer très simplement, il y a la période où on ne peut plus vendre. Donc là, ça crée un coût de trésorerie. En plus, cette crise, ça a créé un désamour du consommateur. L'impact que ça a mis sur la filière, la pression sur l'effondrement des cours, fait qu'on n'a pas encore rattrapé les prix d'avant 2023. Aujourd'hui, pour éviter une nouvelle épidémie fatale, les fameuses huîtres d'Arcachon ne sortent plus directement du bassin naturel. Alors, l'intérêt de ces bassins, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire ce qu'on appelle la purification. Ça fait comme un gros aquarium dans lequel on ne rentre pas d'eau de l'extérieur pour ne pas rentrer de contamination. Au mois de février, on a purifié en moyenne 15 jours les huîtres avant de les mettre sur le marché. Mais ce n'est absolument pas satisfaisant. Le problème, il faut le combattre à la source, et la source, c'est la pollution. Sur le long terme, c'est carrément la capacité de produire du bassin qui est remise en cause. Malgré ces efforts, l'industrie ostréicole du bassin d'Arcachon est aujourd'hui en sursis. L'an dernier, plus de 4 huîtres sur 5 sont mortes avant d'arriver à maturité. Ces épisodes de pollution marquent particulièrement les habitants du bassin. Une autre menace plane, elle, au quotidien sur les eaux, le plastique. Ce sont plus de 2000 déchets qui sont ramassés ici chaque année par les associations de protection de l'environnement, dont certaines qui n'hésitent pas à aller directement dans les fonds marins. Allez, venez, je vous emmène. Une plongée en eau trouble pour trouver des déchets, c'est le rituel qu'Olivier perpétue chaque jour. Plongeur professionnel, il explore les fonds marins du bassin d'Arcachon depuis 20 ans. Si on croit des trucs à ramasser sur le fond, on ramasse pas quelques petites babioles. À chaque descente, impossible pour lui de revenir les mains vides.
Pneus, chaises, bouteilles, la pêche est toujours variée, même si la majorité de la pollution marine est invisible. Ça s'est très bien passé, la visibilité n'était pas obligatoirement hyper top. On a sorti juste un petit sac à déchets. On a trouvé pas mal de coupelles, les poteaux qu'utilisent les ostréiculteurs. Mais là on n'était pas équipés pour les ramasser, il aurait fallu du cordage et un parachute et on n'avait pas. Olivier n'est pas seul dans son combat. De nombreuses associations s'organisent aussi dans la région. Ici, on lutte contre les déchets sauvages qui sont pour certains réemployés par les bénévoles. Donc là c'est plus clair. On prend des canettes pour faire un jeu de chandoultou pour un de nos ateliers de sensibilisation. Mais c'est pas notre tâche de tous les jours. Là c'est le temps assaut, mais sinon on fait des ramassages aussi. Plusieurs fois par semaine, des récoltes sont organisées par le collectif autour du bassin d'Arcachon. Même seule en promenade sur la plage, Marie a toujours les yeux rivés sur le sable. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Là c'est un fragment. Là on est au niveau de la berge, mais c'est aussi un endroit qui peut ressembler à ce qu'on appelle la laisse de mer, là où vivent énormément de biodiversité. Et donc ici on a une paille en plastique. Normalement c'est des choses en plus qu'on ne vend plus ou qui ne se trouvent plus. Donc ça signifie que c'est certainement un déchet qui a passé du temps dans l'eau. Ici on a une bourre de chasse. C'est aussi un déchet qu'on retrouve beaucoup sur les plages du bassin. En 2024, Wings of the Ocean a récolté plus de 15 tonnes de déchets plastiques. Mais l'association le sait, pour aller plus loin, elle ne peut plus agir seule. Et on sait qu'on ne va pas résoudre le problème en ramassant. Et on sait qu'il faut qu'on porte des solutions plus largement auprès de plus de monde, plus haut placé, pour réussir à couper ce robinet à la source. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Et documenter, ça nous permet d'appuyer aussi notre message à ce niveau-là. Un message diffusé par 116 bénévoles partout en France. La bataille n'est pourtant pas gagnée. Plusieurs collectifs dénoncent une omerta entretenue par les pouvoirs publics pour préserver l'attractivité du territoire. C'est aussi ça, c'est fédérer. Si tu diffuses l'information, tu permets aux gens de se dire « Ah bah je vais me mobiliser ». C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si on ne change pas d'économie et de façon de penser, on aura toujours du plastique et quoi qu'on fasse. Il y a des lobbies, il y a une pression au niveau des lobbies et même au niveau du tourisme. Il y a très peu de politiques qui vont dire qu'on a un problème de surtourisme, et alors qu'on en a un concrètement. L'État il reste en place et il tient par un bout de ficelle, et que les défis sont énormes et que les moyens ne sont pas mis en place. Le combat est fastidieux, mais les associations gardent encore quelques cartes à jouer face au silence des politiques locales. C'est tellement dramatique, mais c'est pas possible. On le voit aussi au niveau de l'associatif, il y a un épuisement des gens qui militent et qui se mobilisent parce qu'on voit bien qu'en face on a un mur. C'est aussi un peu ça l'objectif de la GESE. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui va faire en sorte qu'on va réussir à avoir des victoires et de mobiliser les gens en se disant c'est pas vain comme combat. Le collectif lancera prochainement une campagne de communication en partenariat avec l'école de journalisme de Bordeaux. Le but, sensibiliser davantage les habitants de la région sur l'importance de la pollution, devenue un enjeu de santé publique. Ici, l'eau n'est ni sale ni polluée, elle est juste vaseuse. Des conditions idéales pour la biologie marine, mais ici aussi les conséquences du dérèglement climatique se font sentir et de nombreuses espèces sont menacées. Sous leurs patins, dans la vase, c'est tout un écosystème qu'il faut préserver. Le bassin d'Arcachon abrite le plus grand herbier de zoster naine d'Europe. Une espèce aussi utile que fragile, grandement menacée par le dérèglement climatique. Pour les sauver, des missions de replantation ont lieu. On a nos carottiers qu'on a collectés hier sur Garèche. On va les faire en ligne, donc tous les 10 mètres. Le petit groupe que nous accompagnons a une mission à accomplir. Ils doivent replanter des petites mottes d'herbier, prélevées à quelques kilomètres. Car en 30 ans, 85% des herbiers ont disparu sur le bassin d'Arcachon. Leur rôle est pourtant fondamental. En fait, les herbiers, c'est vraiment comme une plante. Ça a des racines, qu'on peut voir ici. Petites fragiles, mais ils sont là. Ils peuvent accueillir, donc déjà dans les plantes, il y a plein d'œufs qui peuvent s'y mettre. Donc c'est vraiment une nurserie pour
les poissons, les crustacés. Alors pour faire vivre cette nurserie marine, le parc naturel marin du bassin d'Arcachon a mis en place un plan pour la protection et la restauration des herbiers. On relise tout ça et notre herbier, il est installé. Et donc après, c'est assez simple. Le plus dur finalement, c'est d'arriver jusqu'ici avec ces magnifiques chaussures. Fanny travaille pour Wings of the Ocean, une association de protection des littoraux venue prêter main forte aujourd'hui avec une équipe de bénévoles. On va loger, on va former, on va nourrir des bénévoles sur un mois. C'est un mois d'engagement minimum. Et du coup, ils vont faire toutes les actions avec nous. Donc, c'est des jeunes qui sont 7 au total et qui sont là sur tout le mois de juin jusqu'à début juillet. Donc là, aujourd'hui, c'est les herbiers. La technique de transplantation est vite maîtrisée par les bénévoles. Donc, on les replante vraiment comme si on plantait des petites fleurs, quoi. Un peu précautionneusement. On essaye qu'elles soient bien au même niveau que la surface de la vase pour pas qu'elles soient trop emportées par la marée. Pour les bénévoles comme Héloïse, la plantation d'herbiers, réalisée un jour de canicule, est une mission pleine de sens. Être bénévole dans cette association, ça fait du bien pour soi. On apprend beaucoup de choses et pouvoir parler aux gens, pouvoir sensibiliser, mais pouvoir vraiment aussi agir comme aujourd'hui, mission potager ou alors ramasser des déchets. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Je me sens utile. Quelques heures plus tard, ce sont 300 transplants que l'équipe a mis en terre. Et ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est de recouvrir au moins 1 hectare de surface de restauration d'ici la fin des années 2030, qui correspond à la totalité du projet. 3, 2, 1. Un objectif qui ne pourrait pas être atteint sans l'énergie et la bonne humeur des bénévoles. Par ces reportages, on se rend bien compte que le réchauffement climatique n'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question de société. Grâce aux actions des associations, grâce aux enquêtes menées par les pouvoirs publics et chaque action citoyenne, les multiples débordements qui se passent sur le bassin peuvent être limités. Malgré tout, que ce soit dans les airs, sur terre ou dans l'eau, le changement climatique aura le dernier mot sur l'avenir de ce joyau de la côte ouest.